Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour. Dans une heure, vous allez entrer dans une salle de l'Assemblée nationale avec 13 de vos collègues parlementaires pour une ultime concertation sur le budget. Ça s'appelle la commission mixte paritaire qui se tient dans un contexte un peu particulier puisque Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, PDG de LVMH, a tiré à boulet rouge sur la fiscalité en France et en particulier sur les taxes sur les entreprises. Ça s'appelle quoi? C'est un coup de pression, un chantage? Écoutez, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, on reviendra après sur la CMP, mais oui. Bon, sur ce que dit monsieur Bernard Arnault, bon, on fonce des portes ouvertes sur la fiscalité, sur la production en France. Bon, ce qui est quand même dommage, c'est que ces grands entrepreneurs ont souvent soutenu Emmanuel Macron et d'autres gouvernements qui sont responsables de cette situation. Parce que la fiscalité n'avait pas bougé, au contraire, elle était en leur faveur jusqu'à présent. En fait, c'est un faux semblant, c'est-à-dire que monsieur Macron a beaucoup soutenu la spéculation, les revenus spéculatifs, la finance, mais peu l'économie de production, par exemple les impôts de production, les fameux impôts de production. Il y a eu quelques baisses d'affichage, mais comme ils ont augmenté tout partout, en fait, ils sont stables autour de 5% de PIB, ils sont entre 1 et 2% en Allemagne, et c'est à peu près valable sur la totalité des choses. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'affichage. Dans la réalité, il est toujours très dur de produire en France, à cause des charges, à cause des normes. Donc là, il est question d'une surtaxe. Est-ce que vous soutenez cette surtaxe-là? Oui, alors malheureusement, pour remplir les caisses de l'État, si vous voulez, il y a un moment, il n'y a pas de baguette magique. Donc nous, on avait proposé des mesures sur les surprofits, c'est-à-dire différencier les mauvais profits faits sur la spéculation, faits sur des mauvaises pratiques commerciales. Oh non, moi je pense malheureusement que les surprofits ont encore continué dans certains domaines. D'ailleurs, c'est des amendements qu'on avait pu voter en commun avec la gauche, mais très ciblés. Et eux, ils ont choisi une mesure générale de 8 milliards d'euros sur toutes les entreprises. Non, sur celles qui font un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Oui. Donc c'est vraiment le groupe LVMH, ce sont vraiment les grosses entreprises, oui, c'est pas les TPE, les PME. 1 milliard d'euros, si vous voulez, c'est pas un critère de vertu. Le fait d'être gros ou de faire des gros profits, c'est pas si vous êtes comporté bien ou si vous êtes comporté mal. Vous pouvez vous être mal vous comporter et vous planter, et vous pouvez vous comporter bien et faire des gros profits. C'est pas la pénalisation du fait de réussir les propositions du Rassemblement national. C'était faire une différence entre des entreprises qui ont subi l'inflation, c'est pas de leur faute, et celles qui en ont profité dans l'agroalimentaire, dans le transport. Mais du coup, là, Bernard Arnault, il manque de patriotisme. Du coup, Bernard Arnault, il manque de patriotisme. Non, Bernard Arnault, pour le coup, c'est quelqu'un qui quand même produit en France. Peut-être par patriotisme, surtout parce que le secteur sur lequel il est impose de produire en France, parce que vous ne vendez pas de la même façon un sac fabriqué en France, made in France. Mais il réfléchit quand même à délocaliser certaines de ses productions aux États-Unis, puisque, dit-il, là-bas, Donald Trump oui, tout à fait. Va baisser les taxes. Oui, alors, je ne sais pas si c'est pour ça. Après, il était aussi à l'Assemblée générale de ses actionnaires. Il défend aussi une politique, il défend une vision. Il était à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, ce qui, moi, m'a choqué. Non pas que Bernard Arnault y soit, mais que la France soit représentée par un chef d'entreprise et pas par des personnalités publiques. Moi, je pense qu'on passe dans un autre monde. On passe dans un monde où l'argent a un pouvoir excessif par rapport aux politiques et à la démocratie. Mais il l'a déjà fait au mandat précédent. Il a rendu aussi quelques services, parce que c'est toujours facile de critiquer un chef d'entreprise dont l'État français s'est servi pour alléger un certain nombre de négociations avec M. Trump. On sait qu'il a joué les entremetteurs. Sur le Covid, il a pu rendre un certain nombre de services, comme la grande distribution. Et donc, le macronisme, en fait, est pris dans ses propres contradictions, c'est-à-dire à la fois de s'appuyer beaucoup trop sur un nombre minimal de personnalités très puissantes. Mais là, vous dites quoi, du coup, à Bernard Arnault? Je suis désolé, mais il va falloir payer un peu plus. Cette année, oui, en tant que grand chef d'entreprise, malheureusement, cette année seulement, à cause de, ou 2 ans initialement, à cause de la politique lamentable de monsieur Macron qui a créé plus de 1000 milliards de dettes, qui a multiplié les impôts, nous sommes obligés de demander une certaine contribution pour que le déficit ne s'effondre pas. Mais cette contribution ne peut pas cacher le fait qu'il n'y a pas d'économie. Et on en revient à votre propos de départ, on arrive dans cette CMP, il n'y a pas d'économie structurelle pour la France, et avant de taxer tout le monde, il faudrait faire des économies. Alors précisément, cette commission mixte paritaire, cette réunion qui est entre 7 sénateurs, 7 députés, dont vous, Jean-Philippe Tanguy, tout à l'heure, là, dans moins d'une heure, dans quel état d'esprit est-ce que vous y entrez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une solution dans les heures ou les jours qui viennent, selon le temps que ça va durer? Écoutez, je suis très inquiet, parce qu'en fait, on rentre dans ce CMP avec très peu d'informations. On a un budget ectoplasmique, donc on a une masse informe qui n'a pas de forme, qui hante le Parlement, qui peut faire du mal et qui peut faire peur aux Français, mais il n'y a pas d'objet politique dedans. Donc en fait, on a l'impression que M. Bayrou avait l'obsession de ne froisser
personne, de ne déranger personne. C'est vrai que ce budget aujourd'hui n'a pas de mesures, écarlates comme l'avait celle de M. Barnier, des impôts sur les classes moyennes. Il n'y a rien qui vous crispe dedans. Mais il n'y a rien qui crispe personne en fait. Moi je vois même les critiques par exemple des plus durs, des insoumis sur le budget. Ils parlent d'un plan d'austérité global, mais ils ne sont pas capables de caractériser des mesures, c'est-à-dire d'expliquer maintenant sur ce plateau en 5 secondes pourquoi ce budget est scandaleux. Je mets au défi n'importe quel de mes collègues de le dire en dehors de grands agrégats auxquels personne ne comprend rien. Rien qui crispe personne, ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète parce qu'en fait, c'est un mauvais budget. C'est un mauvais budget, mais il est très difficile, nous parlementaires, j'essaie d'être franc avec vous, d'expliquer aux Français pourquoi il est mauvais. C'est-à-dire c'est un coup de rabot généralisé qui coupe dans l'investissement, qui coupe dans l'avenir, qui coupe dans le fonctionnement de l'État, mais en faisant des fonds de tiroir et en ne faisant aucune économie de structure. Donc ça a l'air de pouvoir passer, mais en fait, c'est la cata. Du coup, est-ce que ça passe chez vous ? Est-ce que vous allez le valider ou alors vous allez censurer le gouvernement ? On attend dans cette CMP d'en savoir plus parce que vous avez un budget qui a été voté par le Sénat. Et vous savez que un jour après, Madame Montchalin, responsable des comptes publics, dit sur BFM TV, c'est pas le budget du gouvernement. Donc, elle dit ce n'est pas un budget de consensus, parce qu'elle sait que en l'état, il ne passe pas à l'Assemblée nationale. Mais c'était aussi, vous avez raison, mais elle a dit aussi que c'est pas le budget sur lequel voulait atterrir le gouvernement. Donc on ne sait pas en fait aujourd'hui, et malgré mes contacts assez réguliers avec un certain nombre de ministres et de cabinets de ces ministères, où on arrive. Donc moi je suis très inquiet. Et vous du coup, vous êtes la voix du Rassemblement national dans cette commission mixte paritaire. Vous négociez sur quoi déjà ? Est-ce que vous avez pu négocier ou alors vous êtes juste spectateur ? Vous avez zéro force ? Non mais on a négocié si vous voulez, mais les acquis de la censure qu'avait obtenu le Rassemblement national sur les médicaments, sur l'indexation des retraites, sur l'absence d'impôts sur l'électricité, d'impôts nouveaux sur l'électricité, sur le fait que les taxes moyennes soient protégées, ont été respectés. Mais il reste des problèmes dans ce budget de fond. C'est-à-dire, par exemple, on a une crise économique très sévère, dont parle aussi Monsieur Arnaud, il n'y a rien. Donc on a une nouvelle vague de désindustrialisation. Ils n'ont pas de projet. Ils sapent dans la recherche, ils sapent dans les dépenses d'avenir. Il n'y a pas de projet. Il n'y a rien sur l'immigration. Il n'y a rien sur le régalien. Il n'y a rien sur l'énergie, sur comment on propose face à M. Trump, plutôt que de pleurnicher et de s'agiter partout dans les médias, qu'est-ce qu'on propose face à l'offensive de Donald Trump pour produire en France et en Europe. Clairement, est-ce qu'il vaut mieux ce budget où vous ne voyez pas trop ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il vaut mieux ce budget-là plutôt que pas de budget du tout ? Je ne suis pas sûr qu'il faille ce budget qui semble insensible que rien. Parce que avoir un budget pour avoir un budget, s'il n'y a pas de politique derrière, et si c'est un budget qui valide une politique d'inertie de n'importe quoi, et qui ne voit pas qui ne traite aucun problème, moi ça pose un problème. Voilà. Après c'est pas moi qui prends une décision souveraine. On va essayer déjà de comprendre qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ce budget, ce qui aujourd'hui une fois de plus est très difficile pour nos compatriotes et pour les parlementaires. Et après on prendra une décision évidemment en groupe. Mais aujourd'hui, vous savez, derrière Bayrou, c'est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que M. Bayrou, qui a été moqué, qui a été critiqué par certains commentateurs ou certains hommes politiques, est vraiment un vieux renard. Hein. C'est très malin. Il est arrivé. Mais malin au point où on en est, vous ne censurez pas. Non mais nous de toute façon on censure toujours sur des faits, donc on censure pas sur. Là il y a des faits quand même. Il y a des faits, il y a beaucoup de choses. Vous concédez qu'il est malin et qu'il a réussi à vous entourlouper parce que vous savez pas où l'accrocher. Vous savez pas où le. Moi j'ai toujours vu ce qui se passait. J'ai toujours dit attention les médias que j'ai fait. J'ai dit je vous vois très bien où vous nous emmenez. C'est un chemin sinueux de dissimulation. Je l'ai dit à sa réponse au discours politique général. Mais je vois bien que le débat politique. Mais c'est pas une critique. Se fait sur est-ce que les socialistes sont là, est-ce qu'ils sont pas là. Il se fait pas sur le fond comme Barnier. Et c'est vrai que M. Barnier s'était mis, j'avais dit ici, ce que j'avais appelé sur le chemin de la censure, tellement il annonçait des choses ridicules. Lui, je remarque qu'il a tiré les leçons de cette censure, qu'il est plus malin. Mais c'est intéressant le connaître l'ennemi pour le combattre. Hein. C'est intéressant ce que vous dites quand même, Jean-Philippe Tanguy, ce matin. En fait, vous êtes dans le brouillard. Ce qu'on comprend là, c'est que vous êtes dans le brouillard. Les socialistes en face, eux, ils sont pas dans le brouillard. Ils savent. Non, mais non. Quand je vous dis, ils sont dans le brouillard, ils sont même dans le mur. Non, au niveau du budget particulièrement, ils savent ce qu'ils négocient, ils savent ce qu'ils veulent en plus depuis la fameuse polémique sur la submersion. Regardez, eux, ils posent des conditions. Ils disent. Pour ne pas censurer le budget, ils veulent une augmentation du SMIC, le rétablissement des crédits du fonds vert, pas de suppression de l'aide médicale d'État. Eux, ils savent ce qu'ils vont chercher, ils savent ce qu'ils vont négocier. Vous n'êtes pas en position de négocier. S'ils obtiennent tout ça, vous censurez ou pas ? Mais ce que vous dites, ça correspond déjà à pas grand-chose, parce que
pour les Français qui nous écoutent, le SMIC, c'est pas dans le budget, donc c'est n'importe quoi. C'est des engagements, c'est important. Non, mais c'est du pipeau. C'est comme les retraites. Donc vous me dites, ils sont pas dans le brouillard. Ou ils sont, les retraites, il y a renégociation, ils mettent les Français dans le... Mais non, mais il y a rien. Mais pour vous, pas de suppression de l'aide médicale d'État, pour vous, ça veut dire quelque chose. Je connais pas, j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Je ne connais pas, si vous voulez, d'acquis sociaux ou de gains pour les Français qui soient gratuits. Ça n'existe pas. Donc si vous dites, vous inquiétez pas, vous allez gagner quelque chose, c'est gratuit, c'est une arnaque. Ce que sont les socialistes. Bon, donc c'est une arnaque. Ils essaient en fait de négocier la réalité. Si vous voulez savoir un truc très concret dans le budget, mais je suis pas sûr que ça intéresse malheureusement tout le monde, c'est qu'ils sont en train de négocier une rallonge pour les collectivités territoriales parce qu'ils veulent gagner les municipales. Donc le grand projet des socialistes, c'est comment je pique de l'argent aux Français pour subventionner ma clientèle et conserver mes métropoles malgré leur bilan pourri. Donc ça, c'est le projet des socialistes. Mais concrètement, ils sont totalement dans le brouillard, Madame. Et vous, qu'est-ce que vous allez chercher? En fait, j'essaie de comprendre ce que vous allez chercher, vous. Quand vous dites qu'ils savent ce qu'ils négocient, non. Et d'ailleurs, s'ils sont capables de mettre à terre un accord sur le budget, 1500 milliards de dépenses, parce que Monsieur Bayrou a prononcé un mot qui leur plaît pas, on est évidemment dans la posture politique. C'est grotesque. Donc ils ont trouvé, vous avez raison, un point d'accroche sur l'AME. Nous, évidemment, et d'ailleurs pas seulement nous, les Républicains, on veut une baisse de l'AME, mais pas une baisse faciale, une réforme qui indique qu'il y aura une baisse. Parce que l'AME, c'est très compliqué aussi à expliquer. Vous pouvez voter 1,5 milliard, par exemple, c'est un objectif. Et donc, s'il est dépassé, vous payez quand même, parce que vous n'allez pas abandonner les gens dans la rue ou pas les soigner. Donc, s'il n'y a pas une réforme de fond de l'AME, en fait, il n'y a pas de baisse de l'AME. Donc, entre le baratin de LR et la trahison des socialistes, nous, on a un chemin de vérité. C'est pas facile parce que M. Bayrou est retors, mais on sait très bien où on va, des économies et surtout répondre aux problèmes des gens, ce qui ne semble plus être dans l'actualité. Depuis que M. Bayrou est arrivé, on ne parle que de popole, que de politique politicienne. Les problèmes des gens, ils ont totalement disparu du débat politique, à part le Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, il y a des discussions qui se déroulent dans un contexte particulier depuis que François Bayrou a prononcé un mot, c'était cette semaine chez nos confrères de LCI, le sentiment de submersion qui a fait quitter la table des discussions au Parti Socialiste. Ça pèse, à votre connaissance, sur les discussions en ce moment entre le PS et le gouvernement ? Non, c'est du bluff. C'est du bluff, c'est-à-dire comme ils n'ont rien obtenu, ils essaient de trouver un chemin de morale qu'on voit Monsieur Vallaud se prendre pour Danton, président de groupe socialiste qui après avoir tout trahi, a trahi les ouvriers, trahi la classe du travail, trahi les entrepreneurs, trahi les contribuables, vient nous expliquer que vraiment par contre il ne trahira pas les immigrés. Bon, c'est pathétique, voilà. Donc en fait il trouve un prétexte. Les valeurs ça compte, non ? Mais c'est pas une valeur, parce que c'est la même politique. C'est la même politique migratoire de M. Bayrou, il a rien annoncé. Donc vous avez M. Vallaud qui veut se prendre pour un grand humaniste en racontant n'importe quoi. Bon, M. Vallaud, il était avec M. Hollande quand il y avait la remise en cause de la nationalité, de la double nationalité. Il n'avait pas démissionné. Bon, donc tout ça, c'est du baratin. Je pense que personne n'est dupe avec les socialistes. Et surtout, je crois, même si certains votent pour eux par réalisme ou par obligation, qu'il n'y a pas un Français ou une Française qui croit que les socialistes aient des valeurs à part celle de l'argent. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On laisse passer le fil info à 8h46. Maureen Sfignard. Une collision extrêmement rare dans le ciel de la capitale américaine. Une collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire en entraînement. Les deux appareils se sont crashés dans le fleuve Potomac. 64 personnes à bord de l'avion, 3 dans l'hélicoptère. Pas de bilan humain officiel à cette heure. Le Pentagone ouvre une enquête. Pour l'instant, l'eau ne monte plus à Redon. Le niveau de la Vilaine se stabilise, mais on ne parle pas encore de pic de crue. La vigilance rouge est maintenue en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Le gouvernement annonce que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans les prochains jours. Le PIB, le produit intérieur brut de la France, a progressé l'année dernière, plus 1,1%, c'est ce qu'avait prévu l'INSEE. De la croissance malgré un PIB en recul au 4e trimestre, un recul de 0,1%. Le PIB pénalisé par un ralentissement de la consommation des ménages en pleine période d'instabilité politique. Et puis carton plein en Ligue des champions de football pour les clubs français. Ils sont tous qualifiés pour la suite de la compétition. Le PSG, Monaco et Brest pour les barrages. Le LOSC file directement en 8e de finale. On connaîtra les prochaines affiches demain midi avec le tirage au sort. France Info. Le 8-30 France Info,
Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Et le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, on a entendu votre inquiétude sur le budget à 3/4 maintenant de cette commission mixte paritaire. Vous vous rendez à l'Assemblée nationale. L'actualité parlementaire, c'est aussi cette proposition de loi sur laquelle vous aurez à vous positionner le mois prochain. Proposition de loi dite Attal, du nom de l'ancien Premier ministre, qui propose d'instaurer la comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans, pour les crimes les plus graves et la restriction de l'atténuation de peine pour ces mineurs. Vous validez ? Oui, ce sont des propositions qui vont dans le sens de ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella proposaient à l'époque sous les colibés, voire les injures de M. Attal et de ses amis. Donc écoutez, à l'impossible, nul n'est tenu, donc tant mieux. Moi, on prend, ça va dans le bon sens. Mais les problèmes de fond, malheureusement, vont demeurer, parce que comme il n'y a pas assez de prisons, comme il n'y a pas assez de moyens d'éducation ou de rééducation, eh bien, c'est bien de prononcer des peines. Vont-elles être exécutées ? J'ai un doute. Et ensuite, le corps de la magistrature va-t-il embrasser ces nouvelles mesures et les appliquer strictement ? Ça reste une interrogation. Vous entendez la défenseure des droits, Claire Hédon, qui s'interroge sur la remise en cause de principes fondamentaux de la justice des mineurs. Vous l'entendez, ça aussi, qu'on ne peut pas juger certains mineurs comme on juge des adultes ? Mais ils ne seront pas jugés comme des adultes, évidemment. Un mineur n'est pas jugé comme des adultes. C'est l'appréciation, évidemment, là, des magistrats. Et les magistrats ne jugeront jamais les mineurs comme les adultes. Mais l'excuse de minorité ne peut pas tout excuser, évidemment. Ça va même si dans les faits, elle est remise en cause d'excuses de minorité selon les affaires, selon les crimes. Oui, c'est exactement ça, c'est selon les affaires. Voilà, ce que dit clairement Claire Hédon, c'est que c'est pas possible pour elle qu'il y ait une primauté du répressif sur le préventif, sur l'éducatif. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre des moyens ailleurs, sur des centres d'accueil, par exemple ? Est-ce que vous le proposez, ça ? Mais je ne sais pas ce qu'on appelle des centres d'accueil, mais madame... Qu'il y ait plus d'éducateurs, qu'il y ait des gens qui entourent les jeunes. Là, elle sort de son rôle. Voilà, son rôle, c'est défenseur des droits ou c'est de prendre les récriminations de la société et puis d'aider les Françaises et les Français qui sont en situation difficile par rapport aux administrations à les défendre. Son analyse politique, en tant que citoyenne... C'est une analyse politique, ça ? Ben oui, non mais il faut plus d'éducatif que de répressif. C'est pas dans le cadre de la défenseur des droits. Elle dit ça va à l'encontre de l'ordonnance de 45. Mais moi, j'ai pas de problème à ce que Mme Hédon ait une carrière et un passif militant qui est totalement digne. Moi, j'aurais du respect pour toutes les pensées politiques tant qu'il n'y a pas de violence et d'extrémisme. Donc, elle a le droit. Mais dans ce cas-là, elle se présente aux élections. Mais c'est pas en tant que défenseur des droits qu'elle peut dire ça, parce que dire moi je pense qu'il faut plus d'éducatif que de répressif, ça n'a rien à voir avec sa fonction. Après s'inquiéter du contenu de la loi, oui, mais par contre, non, là c'est dire non mais moi je pense qu'il faudrait plus d'éducatif. C'est pas le sujet de la loi. Le sujet de la loi, c'est est-ce que on a des nouvelles mesures judiciaires pour traiter des violences extrêmement graves, des faits et des crimes extrêmement graves de mineurs. C'est pas du tout dans le cadre de sa délégation de pouvoir. Il y a la défenseur des droits, je vous ai bien entendu tout à l'heure, vous disiez encore faut-il que les magistrats appliquent les lois. Les magistrats aujourd'hui n'appliquent pas les lois en France ? Il y a un certain nombre de magistrats qui d'ailleurs revendiquent à travers le syndicat de la magistrature, qui est un syndicat militant, qui fait des tracts politiques, qui a des positions politiques, qui fait des meetings politiques, qui assume ne pas appliquer strictement, comme le voulait Montesquieu, la boucle de la loi. Le syndicat de la magistrature imagine, lui, qu'ils ont le droit d'interpréter comme ils leur sentent et qu'il faut toujours... Ils rendent la justice selon les cas et en respectant la loi, c'est ce qu'ils font. Oui, alors moi je vous dis, si malheureusement un jour je suis devant la justice alors que je serais... pour rien, eh bien, je préfère... Vous n'êtes pas devant la justice pour rien, déjà. Oh, si ça peut arriver. J'espère que je n'aurai pas un membre du syndicat de la magistrature contre moi, puisqu'il appelle à voter contre le Rassemblement national à toutes les élections. Il y a un autre sujet qui va arriver chez vous, les parlementaires, la création d'un parquet anticriminalité organisé, l'extension du statut des repentis aux auteurs de crimes de sang, cette proposition de loi qui est actuellement en discussion au Sénat, mais qui arrivera ensuite à l'Assemblée. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dit aussi vouloir créer un état-major contre la criminalité organisée pour lutter contre les narcotrafiquants. Vous le suivez là-dessus ? C'est lui qui nous suit, donc moi on prend tout. Cette proposition de loi qui va arriver à l'Assemblée en mars, après le Sénat, sur le parquet anticriminalité, vous votez tout en l'état ? Mais on va quand même pas voter contre nos propres propositions, nos propres analyses. J'ai l'impression que le gouvernement reprend toutes vos propositions. Mesures. Là, sur les deux cas, sur le budget, non. Vous reconnaîtrez que je n'ai pas vraiment dit ça. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très inquiet, enfin qu'il y a un certain nombre de mesures qui étaient celles qui avaient été validées et qui restent validées.
Oui, quand on nous écoute, on va pas dire on va pas critiquer le fait de nous écouter ou de reprendre nos mesures. Après, est-ce que ça suffit? Non. Donne un exemple sur le narcotrafic, par exemple, la prison. C'est bien de créer une prison spéciale pour des gens qui ne doivent pas être mélangés à des 100 plus gros narcotrafiquants. Voilà, exactement, les prisons de haute sécurité. Mais il n'y a pas assez de prisons en France. Donc cette organisation va forcément se faire au détriment d'autres traitements de crimes et délits. Et pour lutter contre le narcotrafic, tout ça c'est très bien, mais il faut aussi remettre en place les courtes peines. Les courtes peines qui sont un des socles des propositions du Rassemblement national, qui sont appliquées ailleurs en Europe avec beaucoup de succès, et il n'y a pas aujourd'hui les dispositions pour ces courtes peines. Évidemment, quand vous êtes consommateur de drogue, et donc que vous participez malheureusement à ce système mafieux, vous devez avoir des courtes peines, y compris parfois des courtes peines de prison. Parce que je veux dire que quand les fils de bourgeois et de bourgeoises iront prendre une courte peine parce qu'ils ont estimé passer une bonne soirée sur le malheur des autres, eh bien ça les calmera beaucoup plus que juste avoir les gros yeux des forces de l'ordre. Pardon Jean-Philippe Tanguy, je reviens sur votre défiance à l'encontre de certains magistrats. Vous dites, voilà, il y a le syndicat de la magistrature est problématique. Il y a une actualité qui concerne le Rassemblement national. C'est une information confirmée par France Info. Un juge et 2 procureurs du procès sur les assistants parlementaires du Front National, le Rassemblement national, ont reçu des menaces de mort. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Vous apportez votre soutien aux magistrats? Ah mais bien sûr, moi j'apporte mon soutien à tous les magistrats qui sont menacés, insultés, qui pourraient avoir des pressions. Il est évident que c'est inacceptable. Malheureusement, c'est la norme dans notre pays. Vous savez qu'on a fait plusieurs propositions pour renforcer les peines contre les personnes qui ont l'autorité de l'État, la magistrature, les forces de l'ordre, les enseignants, les maires. Pour les forces de l'ordre et pour les maires, déjà. Oui, mais c'est des propositions qu'on avait faites et qu'on soutient encore, notamment les peines planchées, contre lequel est le syndicat de la magistrature, mais c'est pas grave, pour évidemment renforcer la protection. Voilà. Aussi, on en revient à l'application de la loi aussi sur le numérique, sur le net. Il n'est pas normal que sur des sites internet, souvent les mêmes, on puisse interdire, répandre des rumeurs, qu'on puisse diffamer, menacer. Parce que c'est le cas, effectivement, c'est ce sont des commentaires sur le site d'extrême droite Riposte Laïque. Oui, mais moi, vous savez, même moi, je suis régulièrement insulté sur un certain nombre de sites, menacé. Voilà, on n'en fait pas état parce que les forces de l'ordre traitent cela tout à fait correctement. Mais oui, c'est sans cesse. J'ai encore été une fois menacé de peine de mort à Montdidier. Par une vidéo parce que j'avais voulu remettre en cause le régime des intermittents. Bon, il est venu devant chez moi, menacé de mort sur une vidéo. Les gendarmes sont intervenus, je pense que ça l'a calmé. Jean-Philippe Tanguy, sur le sujet de la fin de vie, François Bayrou a annoncé qu'il souhaitait scinder la loi en 2. On connaît votre position, vous êtes en faveur, vous, du droit à mourir, à titre personnel. Mais en même temps, cette manière de scinder le texte en 2, ça a été interprété par beaucoup de parlementaires favorables comme vous à cette évolution, comme une volonté en fait d'enterrer ce texte. Est-ce que c'est l'interprétation que vous en faites? Ah non, pas du tout. En plus, j'ai été attentif à ce qu'a dit M. Bayrou là-dessus. Je trouve que sa position est un très bon choix. Il y a beaucoup de parlementaires, même presque la totalité, qui voulaient soutenir la partie sur les soins palliatifs. Oui. L'accès aux soins palliatifs est un droit humain. Tous les Françaises et les Français doivent avoir accès à ce droit. Donc tout le monde voulait voter pour cela. D'ailleurs, ça devrait être déjà le cas. Donc ce sera une loi de rattrapage, évidemment, de gens qui n'ont pas été capables de le faire avant. Et la fin de vie, c'est un choix éthique, un choix moral, un choix de conviction qui d'ailleurs transcende les clivages politiques et les partis. Et je trouve ça très sain qu'il n'y a pas un chantage. Parce que beaucoup de parlementaires, y compris moi d'ailleurs, vivaient le fait qu'il y avait les deux dispositions comme un chantage sur le fait que si on était pour les soins palliatifs, fallait être pour la fin de vie. Ah non, ça n'a rien à voir. C'était le souhait de la Convention citoyenne sur la fin de vie, que ce soit un seul et même texte, parce que c'est un continuum. Oui, non, mais ils ont le droit de le proposer. Mais les parlementaires pas les citoyens, du coup. ont le droit. Non, non, mais j'ai jamais insulté une Convention citoyenne. Je critique le processus, la façon dont c'est fait. Ils ont le droit de proposer. Les parlementaires sont souverains, et je pense que c'est normal de séparer les deux. Jean-Philippe Tanguy, sur ce sujet, sur le budget, sur notamment aussi un certain nombre de propositions comme la justice des mineurs, on vous sent quand même relativement mesuré à l'encontre de François Bayrou depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y aura pas de censure dans l'immédiat du Rassemblement national contre ce gouvernement? Oui.
Je comprends votre question, mais c'est pas une question de mesure. On essaie d'être juste. Quand il y a des mesures qui sont les nôtres ou qui vont dans le bon sens, on va quand même pas les critiquer pour les critiquer et faire la politique du pire. Il se trouve que les sujets que vous avez abordés sont des sujets de consensus. Si on avait parlé de la politique énergétique, j'aurais pas été d'accord. Si on avait parlé de l'agriculture, je n'aurais pas du tout été d'accord. Madame Genevard, qui s'est encore soumise, le ministre de l'Agriculture, qui s'est encore soumise au lobby de l'écologie punitive en ne prenant pas les dispositions qu'il faut pour soutenir nos agriculteurs. Si on avait parlé de la reconnaissance du travail, les salaires sont gelés. Même les Échos, le quotidien de Monsieur Arnaud, a titré froid sur les salaires. Voilà, donc il n'y a plus de hausse de salaire en France. On ne vit plus de son travail. Il y a plein de sujets, je peux vous assurer, où on est totalement en désaccord avec François Bayrou. Il se trouve que ce matin, on a plutôt parlé de points, ça va dans le bon sens. Tant mieux, mais bon, j'ai aussi quand même dit, par exemple, sur la justice et la sécurité, on peut faire toutes les lois qu'on veut, s'il n'y a pas de prison, ça sert à rien. Mais le but est de connaître en fait la durée de vie de ce gouvernement en place. Mais c'est pas un objectif. C'est pas un objectif politique en soi. L'objectif, c'est est-ce que c'est bien ou pas bien pour les Français. Mais pardon, mais quand Marine Le Pen dit hier soir, une dissolution est inévitable cet été, il n'y a pas un objectif politique derrière ? Non, c'est le résultat d'un rapport de force politique. Pourquoi M. Macron a dissous en juillet? Parce que Jordan Bardella a fait 2 fois plus de voix que sa candidate, Madame Hayé. C'est ça le rapport de force politique. Après, il y a eu les législatives et là, du coup, on a une assemblée éclatée en 3 blocs. Oui, mais tout à fait. Mais la dissolution, elle vient d'un rapport de force politique. Elle vient pas d'une décision ici ou ailleurs. Donc, il y a un rapport de force politique. Je pense que les problèmes, malheureusement, fondamentaux des Français seront encore plus graves en juillet parce que ce gouvernement n'est pas capable de les gérer, n'est pas capable de faire autre chose que les affaires courantes et de limiter la casse. Donc, le rapport de force politique, il est toujours présent sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité, sur le contrôle de l'immigration. C'est pas les bons mots et les bonnes paroles de Monsieur Bayrou qui vont contrôler l'immigration, c'est le contrôle des frontières. Et ça, il n'y a que le Rassemblement national qui est capable de le faire. Jean-Philippe Tanguy, on vous laisse partir à l'Assemblée nationale, puisque dans une demi-heure, vous serez dans cette CMP importante pour l'avenir du budget et du gouvernement Bayrou. Merci d'avoir été sur France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely pour les informer dans quelques minutes.